Pour compléter la mise en relief, il peut s'avérer que cette mise en relief, elle est nécessaire dans certains films. Et puis, si elle semble vraiment nécessaire, ça veut dire que ce film en 3D a des limites. Ce que je veux dire, c'est que si vous commencez à tourner un film, non pas par rapport à l'effet marketing, faire du relief, mais s'il est nécessaire de tourner, par exemple, je vais prendre comme exemple un film animalier, et que vous commencez à travailler au 120 mm, au 200 mm, vous allez voir ce qui se passe, c'est que vous n'allez plus du tout avoir de relief, même si vous êtes à 2 cam. Donc on peut se poser la question, dans ce cas précis, autant tourner en monocaméra pour certaines scènes spécifiques, où il faut aller chercher l'animal, la situation, le comportement, et ensuite la remettre en relief. Mais ça, ce ne sont que certaines images. S'il s'avère qu'il faut tourner tout le film au 120, 200 mm, et je suis gentil, ça ne sert à rien. On peut se poser la question, est-il nécessaire de tourner en 3D ? Ça, c'est l'autre problème. Voilà. Après, on peut faire. La preuve, c'est que Disney aujourd'hui n'a pas sorti de film en 3D animalier. C'est qu'il y a une raison, c'est que c'est complexe, compliqué. Revendiquer le côté sauvage, c'est une chose. Félin, c'est sauvage, mais pas tant que ça, parce qu'il y a des séquences qui sont faites en Afrique, mais il faut savoir que ces animaux-là, si on va voir des lions, des tigres, surtout des lions qui veulent être devant nous et courir devant nous, bon, il va falloir quelque part parquer et avoir des mises en situation. Il faut un peu de l'animal imprégné, ça c'est une nécessité. Donc ça, il y a une situation qui change entre le documentaire et là le vrai film que l'on veut faire. Donc ça, c'est une notion qui rentre en jeu. Et je pense que pour des effets spéciaux très complexes à mettre en place, pour des conditions un peu de caméra déportée, extrêmes, dans des endroits qui sont difficiles d'accès avec un rig, là, on va se permettre de faire du mono, de mettre en relief et de l'intégrer par la suite avec de la 3D, puisque ça sera complémentaire. Voilà. Mais je pense que en lui-même, si on se dit on va tourner en mono pour le relief aujourd'hui et la nécessité d'avoir certaines focales, ça va limiter l'action en fait. Déjà. Ça veut dire posons-nous le problème avant. Faut-il faire ce film en relief? Voilà. D'où le métier. Donc tu vas parler maintenant. Juste, je vais recenser. Je prends. Ouais, tu es juste devant. Excuse, hein. Voilà. Non, juste ce que je voulais faire, c'est que je vais brosser un tout petit peu, parce que tout le monde, dans toutes ces réunions, demande, oui, mais ça coûte plus cher, pourquoi ça coûte plus cher, qu'est-ce qui est complexe? Alors, ce qui s'avère, c'est que par rapport en retour d'expérience, que je n'avais pas avant, tout simplement parce que j'ai travaillé dans un contexte qui était un peu particulier. C'est que faire du relief, j'en ai fait. Je commençais chez Ex Machina, ça va faire en 2000 pour Vulcania avec Alain Dorobe. J'ai fait plusieurs étapes, mais j'ai toujours travaillé dans un univers qui intégrait la notion de relief. Alors, des effets spéciaux, des images de synthèse et le relief. Et donc, entre maintenant Cube, Hamac, un 3D Land. En fait, moi j'étais dans une petite sphère, et puis l'équipe entre guillemets d'Alain Dorobe, on était dans une sorte de sphère un peu protégée, et on parlait du relief. On a fait un peu de formation en relief, on a informé les gens, mais on n'est pas allé vers l'extérieur. On avait nos productions, on savait ce qui se passait. Tout ça pour vous dire que la différence, c'est que pour avoir mis un peu les pieds à l'extérieur, on se rend compte que le message, en fait, il n'est pas aussi simple, et la compréhension du relief, elle n'est pas aussi facile. Que ça implique un discours, une implication, et c'est pour ça que je m'aperçois qu'avec des gens qui ont un peu cette culture-là, il y a des choses qu'on ne se dit pas, mais qui sont sous-entendues et qui sont naturelles, et par rapport à l'extérieur, c'est pas du tout le cas. Et donc ça, c'est une notion que je n'avais pas, mais qui est importante à rapporter, parce que on est dans un milieu, on parle un peu le même langage, on découvre des choses, bien évidemment, mais après, quand on sort pour des productions externes, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien, qu'il va y avoir des problèmes, et que ça va être très compliqué à faire comprendre aux gens, parce que ou on a oublié de leur dire, parce qu'on dit des choses évidentes, mais parfois c'est bien de le répéter pour que ce soit assimilé. Donc je vais pas vous parler workflow, on va pas rentrer dans le technique sur les pixels, on peut passer une semaine là-dessus pour les techniques. Ce que je vais essayer de brosser pour vous, c'est
De la conception à la post-production, ce qui se passe, c'est quels sont les points à mettre en avant, mais de manière vraiment très basique. Et ce qui moi, m'a un peu choqué par rapport à la production d'un film en 3D. Dans la conception, c'est d'avoir un réalisateur qui est convaincu de l'importance du projet en 3D. Alors vous allez me dire, bien évidemment, c'est important, mais c'est fondamental. Il y a 2 ans, c'était pas évident. C'est qu'il fallait faire la 3D. Il y a des réalisateurs qui se disent ah mais je vais tourner en 3D. Et on voit très bien qu'en parlant avec les réalisateurs, ils n'ont pas eu l'information, la formation. Ils ont quelques idées pour faire un film en relief, mais c'est assez limité. C'est qu'on a fait le tour au bout de 10 minutes. Donc ça fait pas un réalisateur relief. Ce qui se passe aussi, il y a une spécificité en France, c'est que on a des réalisateurs relief, ils sont penchés dessus, ils ont réfléchi, mais le réalisateur français qui ne fait pas partie de ce groupe, c'est très difficile de communiquer avec lui. Ce que vous allez voir dans ce que je vais dire, c'est la communication et l'implication. Il faut que les gens vraiment puissent se dire, il va falloir les forcer, il va falloir qu'ils puissent un tout petit peu bouger pour éviter d'avoir ces réflexes de la réalisation conventionnelle et traditionnelle. Ça, c'est vraiment important. Quand je mets un producteur convaincu, c'est tout simplement, bien évidemment, le producteur sait qu'il fait un film en relief, il le sait d'autant plus que ça va lui coûter plus cher. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose, ça c'est mon côté positif par rapport aux choses. Mais il faut que le producteur, il pousse un peu le réalisateur. Non, mais il y a une vraie nécessité par rapport à ça. C'est pas parce qu'on va prendre un nom, il s'appelle X ou Y qui est connu, c'est pas évident qu'il fasse un film en relief. Alors c'est vrai qu'en France, le cinéma, le réalisateur, le metteur, le scénario, ce sont des personnes qu'on protège. Et puis il est très difficile de discuter avec eux, d'échanger avec eux, ou de leur apporter des informations sans qu'on leur prenne la place, quoi. Il y a un peu des prégardés et c'est vraiment... c'est très très difficile. En France, il est très difficile de dire à un réalisateur faites une formation, venez discuter, prenez un conseiller relief, c'est très très dur. Wenders l'a fait, a priori c'est pas un mauvais réalisateur, a priori il n'est pas idiot, mais il a eu cette démarche-là. Et il continue de l'avoir. C'est pas parce que Joséphine travaille avec, mais quand même, Wenders n'est pas n'importe qui, il a fait cet apprentissage. Scorsese, c'est pas n'importe qui, il s'est penché sur le problème. On n'aime pas son film, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui a réfléchi sur le cinéma, qui s'est posé des questions. Il s'avère que, je dis pas c'est tous les réalisateurs français, il s'avère que où le bas blesse, c'est pour ça que le producteur doit être là, et c'est lui qui doit un tout petit peu réguler ça, doit faire en sorte de croire et d'être sûr que le réalisateur est vraiment impliqué dans un projet qui va être fait en relief. C'est tout bête, mais c'est fondamental. Pour la bonne marche du film et l'incidence que ça peut avoir. Donc, ce qui est important, c'est lors de la préparation, l'élaboration, c'est de mettre en avant les intentions de réalisation qui existent depuis toujours, mais les intentions de réalisation en relief. Parce qu'on va dire, oui, le personnage fait ça, c'est de pousser le réalisateur à aller chercher un peu plus loin et d'être efficient en termes de relief et de mise en scène. Il est évident que juste dans la disposition, dans la mise en scène, c'est vrai que on a plus à faire à un metteur en scène. Ça sera plus naturel pour un metteur en scène que pour un réalisateur de faire ce travail. Donc je pense qu'il faut le pousser un peu à faire de la mise en scène réellement, et pas que de la mise en image. Voilà. Il y a un aspect scénographique. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qu'il faut retravailler, et le travail n'est pas tout à fait le même. Donc ça, c'est assez important. Élaborer un découpage précis, tout simplement parce que ce découpage, comme c'est un film qui est un peu technique, mais ça, il y a le côté artistique, bien évidemment, mais malheureusement, comme c'est un peu lourd, il est inévitable de rentrer un tout petit peu dans le technique. Donc, le réalisateur ne va pas s'encombrer avec la technique, mais il ne peut pas l'ignorer. Malheureusement, il ne peut pas l'ignorer. Donc il y a des cadres, il y a un sujet précis, on va l'aider, mais il faut qu'il se rende compte que ces contraintes doivent devenir ses partenaires, mais que là-dedans, il n'a pas la même autonomie qu'il avait dans un cadre 2D, où il y a un cadre aussi de toute façon. Et il a plutôt une chance, c'est que ce cadre, il y gagne en profondeur. Après, il y a des petites règles à l'intérieur qu'il faut accepter, et surtout assimiler et comprendre. Ça, c'est assez important.
En fait, c'est effectivement tout à fait vrai ce que dit Franck. Je pense qu'il y a quand même aussi une sorte d'effet de balancier pour un réalisateur. Souvent, là, peut-être vous vous êtes retrouvés confrontés avec des réalisateurs dont ce sera la première réalisation 3D, parce que leur monde créatif personnel vient de la 2D souvent avant. Je pense qu'il y a des petits effets de balancier. C'est-à-dire que de temps en temps, les réalisateurs vont être séduits par des choses de la 3D et vont s'y adapter. De temps en temps, ils vont peut-être partir dans l'excès inverse parce qu'ils estiment que c'est une lourdeur. Mais on voit quand même, par exemple, depuis que par exemple en animation, l'arrivée du relief, on voit quand même que par exemple le relief a dû s'adapter à l'écriture. Par exemple, les réalisateurs voulaient absolument avoir un nombre de plans montés dans un film qui était équivalent. Ils voulaient pas mettre moins de plans pour avoir des plans plus lents, etc. Donc c'est par exemple il y a eu des réponses techniques qui ont permis de faire que quand on passe d'une image à l'autre, il y a des adaptations qui se font pour que le relief saute moins. Donc souvent c'est aussi le relief qui s'adapte à la volonté des réalisateurs et du marché. Juste aussi à la conception, étant donné qu'on fait un film en relief, il est important d'adapter les procédés techniques. Donc là, moi je parle en général, mais je prends l'exemple quand même qui est un peu le plus compliqué, c'est de faire un film pour le cinéma ou le grand format avec de l'image réelle et de l'image de synthèse. Tout ça est imbriqué, c'est un peu plus complexe. Donc qui peut le plus, peut le moins. Sachant que pour des films TV, bien évidemment, la chaîne n'est pas tout à fait la même. On va la simplifier tout simplement parce que d'un point de vue économique, on ne peut pas répondre à la même chose. Et il y a des outils qui permettent de la simplifier. Mais c'est bien qu'à la conception, on sache, voilà, on va faire un film pour la télé, on va faire un film pour le cinéma, on va faire un film pour le grand écran. Ça, c'est de toute façon, les directions seront prises là. On peut pas dire, il est très difficile aujourd'hui de dire je vais faire un film pour la télé, mais peut-être que ça va sortir au cinéma et peut-être en IMAX. Je vous dis ça parce que j'ai eu le cas. Non, au bout d'un moment, on n'est pas dans les mêmes budgets, c'est bizarre, c'est pas possible. Il faut éliminer, il faut faire un choix. Donc ça, c'est inévitable. On ne peut pas sauter de l'un à l'autre. Ça paraît compliqué, où il y aura un manque qualitatif, il va se passer quelque chose qui, qu'à un moment donné, ne fonctionnera pas tout à fait comme ça aurait dû fonctionner. Donc ça, il faut se le dire et il ne faut pas se boucher les yeux par rapport à ça. Par rapport à la préparation, parce que là, c'était au niveau de la conception, la préparation... bien évidemment qu'il faut que le stéréographe soit impliqué. Oh, pardon. Conception. Non. La préparation, c'est. Suivante. Bien sûr qu'il faut impliquer le stéréographe. Donc il faut qu'il y ait une adéquation entre le metteur en scène, une reconnaissance, une acceptation, sans que le stéréographe prenne le devant. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce que disait Joséphine. Il faut qu'il puisse s'immiscer dans ce groupe. Quand je vous dis, moi je travaille dans des groupes où il y avait des gens de la 3D, on fait des films en images de synthèse et en relief, et tout ça fonctionnait parfaitement. Je travaillais avec François Garnier, pour ne citer que lui, quand il était chez Ex Machina, chez Cube ou autre. Bon, tout le monde travaillait en harmonie, on savait de quoi on parlait, chacun donnait son avis. Bon, il y avait un petit côté expérimental, mais tout le monde s'immisçait, il y avait un vrai collectif pour faire avancer et pour qu'il y ait un résultat par rapport au relief. Ça, c'était important. Donc ça, voilà, le stéréographe doit venir en aide et puis orienter le réalisateur puisqu'il va apprendre quelque chose, il va s'y intéresser, c'est important quand même qu'il s'y intéresse avant de faire un film. Ça, c'est important. Ça semble nécessaire. C'est peut-être évident, mais quand vous parlez avec certaines personnes, je ne dis pas tout, je le répète, c'est pas aussi simple que ça. Pour certaines séquences, il est important aussi que le réalisateur et que le stéréographe travaillent avec lui pour mettre un storyboard en place. Ça me semble important pour des séquences d'action, des séquences avec des VFX, c'est fondamental. Les gens qui ont fait de l'image de synthèse, il y a quelques années, un storyboard, ils font des storyboards, ils font des animatiques, ils travaillent dans un cadre très défini. Il y a une raison, l'image de synthèse coûtait cher, on ne va pas shooter 10 000 plans qu'on ne va pas utiliser. Donc c'est pour ça que les gens de l'image de synthèse qui ont fait la 3D ont un processus qui est assimilé, et c'est un processus de travail qui se fait dans ce sens-là. Ce qui n'est pas aussi évident pour un film de long métrage.
Il y a des grands réalisateurs, ils font des storyboards 2D, c'est très défini. Il y en a qui ne peuvent pas s'en passer, il y en a qui s'en passent totalement. Moi, je pense que dans un film, un long métrage ou un film à grand format, il faut recadrer certaines choses et savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc un storyboard, ça va forcer à travailler sur l'intention de la mise en scène en relief et voir sur quoi qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit interpréter ça et si ça fonctionne. Et puis ça a la vocation de relancer le réalisateur qui y pense, il peut changer, qui se pose des questions parce qu'il va découvrir inévitablement des choses. Même s'il travaille pendant 3 mois, je peux vous assurer qu'au bout de 2 ans, on découvre aussi des choses et au bout de 5 ans aussi, on n'a pas fait le tour aussi simplement, on cherche toujours. Par rapport à la préparation aussi, je reprends une chose, c'est réalisateur, directeur de la photo, à l'écoute et toujours un producteur convaincu. Ce qui est important, c'est que si je prends ces 2 postes-là, c'est que le réalisateur doit collaborer avec le stéréographe et le directeur de la photo aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qui est leader dans un film 2D? Il y a le producteur qui a un rôle bien précis. Le leader, c'est le réalisateur et le directeur de la photo. Donc ça, c'est ceux qui pilotent. Bien évidemment, on va mettre le stéréographe au milieu, il va arriver et le stéréographe, entre guillemets, va parler un peu de mise en scène pour mettre en avant, va parler un peu de mise en place, pas de lumière, mais de mise en place. Donc ça dérange. Donc autant le détecter au départ, autant que ce soit fait, autant immiscer le réalisateur et le directeur de la photo au bon fonctionnement du film. Alors, si le réalisateur a compris, mais le directeur de la photo, vous savez que certains ont des caractères un peu forts aussi dans un film. Voilà. Je pense que c'est important, quand on constitue cette équipe, de tenir compte de ça, pour le bon déroulement de ce qui va se passer par la suite, avec le tournage. Mais l'incidence qu'il y a de bien en relief, c'est que dès qu'on fait une connerie, on va la ressentir par la suite. Donc on dira attention, le mur arrive. Ce qu'il y a de bien, c'est que le mur, il arrive très vite. Non, mais ça, c'est super bien. Alors on se fait mal 1 fois, 2 fois, et puis au bout d'un moment, on a compris. Mais quelquefois, c'est un peu tard. On a dépensé beaucoup d'argent, c'est dommage. Donc, c'est important de créer ce groupe-là. Alors, bien sûr que ça embête les gens, ça embête le directeur de la photo, ça embête les assistants, opérateurs, cette personne qui vient là, qu'est-ce qu'elle vient faire? Ça fait 100 ans qu'on fait du cinéma, personne ne s'est immiscé dans ça. Mais là, il y a une nécessité, c'est pour une aide. Donc il faut accepter de dialoguer, mais autant le voir avant, c'est important. Parce qu'il y a des problèmes qui se passent pendant le film. Parce que les gens ne font pas le même film. Il y a des réalisateurs qui ont pensé un film en 2D, ils le font en 3D, et l'opérateur, lui, pense pas du tout 3D, il pense à sa lumière, à sa mise en place. C'est arrivé, ça arrive. Malheureusement. Donc, le résultat n'est pas tout à fait le même. À la préparation, la mise en place d'un workflow, je ne vais pas rentrer dans le détail, pour faciliter la cohérence entre la production et la post-production. C'est vite dit, mais ça nécessite un tout petit peu de travail pour préciser certaines étapes qui vont se mettre en place. Et de toute façon, cet échange production et post-production va devoir se faire tout au long du tournage pour que tout le monde parle de la même chose. Il est nécessaire. Faire un film en relief, ça veut dire que vous allez devoir, le producteur ou le directeur de production ou le directeur technique, peu importe le stéréographe, mais la production va devoir faire des efforts de dialogue et de mettre en place des échanges avec des gens qui, tout compte fait, n'ont pas trop l'habitude de travailler ensemble. La prod et la post-production, oui, tout le monde s'adore, mais une fois que le film est tourné, l'équipe technique s'en va de tournage, on passe à la post-production, et la post-production, elle est indépendante. Sauf s'il y a des FX. Là, il y a une implication, d'accord, heureusement, mais si autrement, l'étalonnage, ça se passe, effectivement, le directeur de la photo vient, bon, ça va être 2-3 jours, voire 1 semaine, mais les échanges, en fait, sont assez restreints. Et si on fait de l'image de synthèse, on sait très bien comment sont les graphistes, c'est artistique, c'est assez indépendant, même entre eux, ils ne parlent pas assez. Donc, il va falloir essayer de faire que tous ces gens communiquent. Donc, faire un film en relief, ça veut dire communiquer encore plus pour éviter de se planter et de faire plus mal. Ça, c'est compliqué. C'est assez compliqué pour y arriver parce qu'on va changer les mentalités et on change des procédures. Mais ça me semble important de le dire et de le faire. Par rapport au tournage. Alors, j'ai passé très très vite ce que j'ai mis. Donc, bien évidemment, c'est un peu plus lourd. La mise en place plus lourde, les mises en place techniques, le renforcement des équipes.
c'est indéniable. Un poste matériel plus lourd. Bon, les technologies évoluent, on a de la chance aujourd'hui, comme le disait Joséphine, on est plus léger, on peut faire des choses plus facilement. Il n'en demeure pas moins que ça devient un peu complexe aussi par rapport à la gestion des datas, par rapport aux systèmes qui sont là. Il ne faut pas croire qu'on est en numérique, c'est plus facile que de tourner en argentique. Le problème, il est aujourd'hui, on est dans une étape, on n'a pas encore terminé, qui est... les directeurs de la photo commencent à comprendre le numérique, l'euro, ce qu'il en est. Il faut mettre en place ça. Le data management, c'est une chose où on a de plus en plus de données, donc il faut arriver à les gérer. Le problème en 3D, c'est qu'il y en a 2 fois plus. Et puis que cette gestion, qu'elle soit claire, précise. Bon, tout ne fonctionne pas. On parle de métadata, que vous tourniez en Alexa, en Epic, il y a des métadatas partout, mais personne ne dialogue ensemble encore. Donc il faut des gens qui ordonnancent, qui aient un peu de rigueur pour faire ça. Et quand je mets, il faut un rapport de script 3D, ça c'est assez fondamental. Quand on vous amène des datas, ça a marché, ça n'a pas marché. Vous avez que les TC, chaque jour vous avez je ne sais pas combien de données de data à la fin de 40 jours de tournage, vous avez les datas, personne ne va rien en faire. Donc il faut ordonnancer tout ça. Moi je veux bien des métadatas. Pour le moment ça ne marche pas. Les métadatas, on a tourné avec telle optique, ça c'est joli. Mais les métadatas pour utiliser des zooms, la synchro, les obturations, tout ce qui est... On n'est pas sur une pub en train de faire un film en relief avec motion control où on a 3 plans à faire en 3 jours. Là on récupère les métadatas. Pour le moment, il faut réguler ça et ça passe par des gens compétents qui ont compris ça dans cette mise en place. Et un échange important avec les FX et la production. Ça, c'est important qu'il y ait ces gens-là. C'est vraiment important. À ce jour, demain, peut-être qu'on récupérera toutes ces données, on va dire, on met tout ça dans une base de données, c'est mélangé, on ressort ce qu'on veut, et miraculeusement, il va y avoir le bouton 3D qui va fonctionner. Pour le moment, il n'est pas encore là, le bouton 3D. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc, c'est important de travailler. Je passe volontairement les autres postes, mais dans ces conditions-là, et la gestion des rushs, il est plus important d'avoir une bonne gestion des rushs, une vérification, d'avoir du data management, plutôt que d'avoir des DIT, ce qu'on appelle. Les DIT, bon, c'est un peu secondaire par rapport à ça, quand on fait un film en relief. Et puis le DIT va tendre, c'est mon point de vue, à disparaître un tout petit peu, parce que le directeur de la photo va savoir un peu, de plus en plus, il va savoir ce qu'il fait par rapport au RAW, par rapport aux images. Mais ça, c'est important. Le data management, c'est la base. L'ordonnancement, quand on est en pseudo, quand on a inversé les caméras, qu'il se passe de choses, identifier au bon moment, faire en sorte que, pour la suite, pour la post-production, vous arriviez pas. Il y a des jours où, en post-production, il arrive, vous asseyez, au bout de 4 heures, vous essayez de comprendre, mais vous savez même plus où est l'œil droit. La seule chose que vous sachez quand vous allez tourner avec un miroir, c'est que vous avez la tête en bas. Mais sauf c'est faux, quand vous êtes en low mode, vous avez inversé, parce que la tête en bas, c'est plus le bon, c'est l'inverse. Moi, il y a des journées où je dis, bon, faut que j'arrête ce métier, parce que non, je comprends plus rien en relief, c'est normal. Tout ce qui s'est fait, il n'y a pas eu de notes, de notifications, on perd du temps, les gens sont perdus, et la seule personne qui puisse répondre à ça, c'est l'équipe qui était sur place, le réalisateur. La rivière vient de gauche à droite ou de droite à gauche? C'est aussi bête que ça. On perd énormément de temps. Après, bien évidemment, si on n'enraille pas ça, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas être méchant avec les gens qui font des trucages, des effets spéciaux. Quand ils partent en pseudo, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont dire ah, je suis un peu dérangé, là, ça ne marche pas. Mais ça arrive. Non, c'est surprenant, mais c'est des choses qui arrivent. Parce que c'est un manque de rigueur. Alors, quelqu'un me faisait la réflexion, c'est vrai que tourner en relief, c'est un peu méthodique, comme quand on était en 35. C'est la même chose. Sinon, on va se perdre très très vite et on va perdre de l'argent. Donc, important de mettre l'accent sur cette gestion des rushs et ce script 3D pour dire quel est l'œil droit et l'œil gauche. C'était juste un... Tu avais une remarque? Ouais, et un tout petit peu accéléré, je ne sais pas ce qui te reste encore, parce que... D'accord. Juste 30 minutes. Mais... Non, j'ai juste un pause, on va voir la post-prod et après j'arrête. Bon, à la post-production aussi. Je ne brosse pas un portrait négatif. Ce que je mets, c'est les points en avant où il faut faire attention par rapport à ce qui se passe. Bon, les monteurs, moi, on a pris des monteurs. Les monteurs ont appris en même temps que nous comment monter en relief. Je ne m'étais pas posé la question. Quand on prend un monteur qui vient de la télé, du long métrage, il faut qu'il ait réfléchi à ce qu'est un montage en relief. Donc, il faut que l'équipe de montage relief aussi ait connaissance, se soit renseignée, ça va du chef monteur jusqu'à l'assistante.
Et il y a des gens, l'assistante était assistante, je lui dis qu'est-ce que tu as vu en relief, elle me dit rien. Il y a un problème. Il faut un tout petit peu se renseigner, il faut faire attention à ça. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, il ne faut pas faire des études supérieures pour être monteur en relief, mais ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en fait, ce qui est bizarre en relief, ce que je dis souvent, et je le répète, ce seul métier, moi j'arrive à la NASA, je vais dire je vais être cosmonaute. On va dire oui, prends la fusée, là, tu vas embarquer. Non, ou je vais chez Dassault Systèmes, j'adore les systèmes d'immersion, je veux travailler sur ça. Je vais être ingénieur système, ça ne marche pas. Là, dans ce métier, il y a des gens qui arrivent et qui disent oui, le montage relief, c'est sympa. Les gens n'ont jamais regardé, ne sont jamais posé les bonnes questions. Donc il faut faire attention à ça. Il faut les initier, certes, mais il faut que ces gens-là fassent des efforts. S'ils n'ont pas fait l'effort, je pense on va avoir des petits problèmes à un moment donné dans le montage. Donc il faut faire attention, c'est prévenir pour ça. La post-production, ce qui est sympa, c'est que quand vous faites un devis par rapport à un devis 2D, c'est qu'il va apparaître des nouvelles lignes que vous ne connaissiez pas. Votre devis, le devis type CNC classique, il y a encore des nouvelles lignes qui n'existent pas dans l'ancien devis. Ça, c'est sympa. Donc, il y a une ligne importante qui est la synchro des rushs. Alors quand on tourne avec des caméras qui sont side-by-side, des caméras monobloc. Là, il n'y a pas de souci. Quand on fait REC, ça démarre en même temps et on aura le même TC, j'espère. Et ça fonctionne bien. Quand on tourne avec des caméras miroirs, des EPI, ce que l'on veut, qui sont des configurations plus grosses, on va avoir des problèmes de TC. Il faut synchroniser. Ça, c'est une étape qui prend énormément de temps. C'est-à-dire qu'on se synchronise tous les rushs. Donc ça, c'est une ligne qui n'existe pas. Après, on peut éviter de synchroniser tous les rushs, mais il faut être un tout petit peu initié et faire un ours en 2D. Et on synchronise que l'ours, mais ça dépend du réalisateur, de comment il veut travailler. Et voilà. Donc ça, c'est assez important. La ligne synchro des rushs, c'est pas en 5 minutes. Et cette synchro des rushs, elle est nécessaire pour valider ce qu'on a tourné. Elle n'est pas aussi simple. Elle est simple en 24 images, ça marche bien. Si on fait du 48, ça marche plus du tout, il faut le faire. Ça marche un peu, mais elle sera fausse par rapport au TC. Et si on veut tourner un HFR, j'en parle même pas. J'aborde même pas le problème par rapport au coût, ce que vous allez voir. La dernière chose de la nouvelle ligne, c'est l'étalonnage relief. Tout ce qui est géométrique match et color match. Ça, c'est une chose qui n'existe pas du tout quand on fait un film en 2D. Et c'est une partie qui est assez conséquente dans le devis. Donc, ça, faut pas l'oublier. La gestion des données, j'en ai parlé, c'est plus conséquent, et bien évidemment que les travaux de compositing et d'effets spéciaux sont plus lourds, plus complexes. On ne va pas multiplier par 2 le budget, on va faire plus 50%, mais ce qu'il faut dire, il faut bien l'anticiper, pour éviter de le multiplier par 2. Ce qui est important, je reviens, c'est l'interface entre les images, les trucages, les images de synthèse et la prise de vue réelle. Ça, il faut que les gens parlent. Ça, c'est vraiment important. Je le redis là, parce qu'en post-prod, on va être confronté à certains problèmes que les gens n'avaient pas l'habitude d'avoir quand ils faisaient des effets spéciaux et quand ils positionnaient dans l'espace. Et échanger toujours pour faciliter les échanges. Donc ça, c'était important. Dernière chose à voir en 3D, c'est adapter les supports, parce que si on veut faire pour un long métrage, la TV, un Blu-ray, un DVD, il faut suivre certaines chaînes, l'étalonnage. Donc ça, c'est à ne pas ignorer. Donc ça, c'est ma juste la dernière chose que j'aime bien voir, qui font la production. C'est une moyenne. C'est une moyenne, c'est pas pour des films TV, mais c'est pour des films cinéma, qui donnent une idée de ce qui se passe. En conception, ça coûte pas plus cher de produire un film en relief, au départ. Pas du tout, puisque les gens qui sont impliqués, on va dire, c'est acquis. En préparation, ça va coûter un tout petit peu plus cher. Si on est canalisé avec une méthodologie, comme je disais, un peu de rigueur contre les qui fait quoi et comment, on va se dire 10%. Si il faut former, ça va être peut-être 20%, comme ce qui se passe sur le projet Cathédrale. Puisqu'il y a du temps, ça demande l'investissement des gens, mais il est peut-être préférable de dépenser une somme X au lieu d'avoir X au carré par la suite en post-production. Et quand je dis X au carré, je suis hyper sympa. Oui, au cube encore. Donc,
par rapport à cette préparation, l'investissement vaut le coup. Le tournage, indéniable, on a minimum 20% à 30% de plus. Il y a plus de gens, il y a plus de rush. Voilà, je pense que le tournage, il y a des choses que l'on peut maîtriser à la condition que l'on fait un film en relief. On ne fait pas un film en long métrage, par exemple, qui va comporter 1800 plans. On fait un film en relief qui va n'en avoir que 800. Alors si le réalisateur tient absolument à mettre 1800 plans, là on ne va pas faire 30%. C'est pas possible. Le budget va s'accroître. Donc voilà. Après apparaît la synchro des rushs, vous avez vu la ligne, elle n'existe pas, donc je ne vais pas vous donner une notion, mais ça dépend du nombre de plans, du nombre de terras synchronisés, mais c'est ou un assistant qui va faire ça. Voilà, ça pourra prendre un certain temps pour l'en-métrage, ça peut prendre entre 4 et 5 semaines pour préparer tout ça. Ça se fait en parallèle par rapport à la post-prod. Le montage, 30% de temps en plus. S'il y a des soucis, parce que les outils existent mais ne sont pas tous adaptés. Donc Avid a fait des efforts, mais bon, c'est pas parfait. On peut monter avec Final Cut, mais pour un long métrage, ça devient très compliqué. Bon, c'est vrai que le montage, la réflexion, pour le moment, Avid, ça permet de voir, de visualiser assez rapidement et facilement, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a plein d'éléments à gérer, donc ça va faire 30% de plus au minimum, quoi. C'est normal. Tout ce qui est image de synthèse, donc ça, cette ligne, c'est surtout pour ce qui a été prévu par rapport aux films qui sont en image de synthèse. On va compter à peu près 30% par rapport à la création de synthèse. L'avantage, c'est pour ça qu'il y a eu les premiers films en relief sont en image de synthèse. Tout simplement, on avait une caméra gauche, on met une caméra droite virtuelle, on fait des rendus. Bon, c'est plutôt simplifier le travail par rapport au travail de la prise de vue réelle qui est beaucoup plus lourd. Mais si la prise de vue réelle est bien gérée, avec les graphistes par rapport à la synthèse, tout ça est bien positionné, certes ça va coûter plus cher, mais il y a une virtualisation. Une fois qu'on a modélisé nos éléments, on a une caméra, on met la deuxième caméra. Après, techniquement, on se met d'accord, on veut travailler en parallèle, on veut travailler en convergé, ça, on ne rentre pas dans le détail, ça c'est à voir, c'est dans le workflow qu'on va le définir. Donc certaines fois, c'est mieux en parallèle, certaines fois, c'est mieux en convergent. La composition, les trucages numériques, bon là, c'est un peu compliqué parce que ça dépend ce qu'on a à faire. Indéniablement, c'est minimum 50% si on a des VFX, ou ça peut être beaucoup plus, on peut aller à 300%, ça dépend ce que l'on fait. La roto, c'est quand même, effectivement, la roto, c'est un peu le moment. Les graphistes n'aiment pas faire ça, mais en 3D, ce qui est bien, c'est qu'on retravaille la rotoscopie, quoi. Ça, c'est inévitable. Donc, ça peut demander beaucoup de boulot. Et plus on fait d'erreurs en amont, plus les conséquences seront dures, seront fortes. Concernant le labo, le finishing, bon, on a 2 fois plus de rush. On arrive à entre 40 et 50% de plus. Sachant que là, on peut vraiment déborder, ce que vous voyez en rouge, s'il y a des choses qui n'ont pas été maîtrisées. Il faut vraiment maîtriser cette chaîne. Ça, c'est hyper, hyper important. Si on la maîtrise, si on s'implique, c'est le producteur, le directeur de prod, le producteur fait son boulot. Avec la post-production, tous ces gens se voient. Il faut recadrer pour gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de secret. Par rapport au son, on a travaillé un peu plus les effets droite, gauche, la profondeur, ça demande un peu plus de travail, de finesse. Et après, il y a des nouveaux systèmes, mais là, on bascule dans des choses qui sont un peu plus chères. Voilà, grosso modo, ce schéma qui ne s'adapte pas à la télévision, au reportage, au documentaire. Mais voilà, à quoi s'en tenir, mais c'est bien de le dire, quoi. Mais ce qui est important, c'est dialoguer, parce que de l'extérieur, quand on va voir des gens qui n'ont pas fait de film en 3D, on sent que ça parle pas, ça ne veut pas comprendre, ou ça n'accepte pas de comprendre. Il faut parler pour échanger et pour s'accepter. Ça, c'est vraiment important pour le projet. Voilà, j'ai fini. Quand c'est pris en amont, il n'y a plus cette problématique. Hein, Oui, quand c'est pris en amont. quand c'est pris en amont. On peut peut-être prendre quelques questions s'il y en a dans la salle, plutôt que de tout garder à la fin. Il y avait monsieur devant tout à l'heure qui était impatient. Donc, Non, mais c'était des questions sur les surcoûts, mais le tableau est... Non, c'était des questions sur les surcoûts, mais le tableau est arrivé et tout s'est éclairé. Oui, oui, tout à fait. Oui. Si on reste dans les budgets, je voulais juste savoir combien coûtait Minuscule, par exemple. Oui. Je suis producteur, je suis désolé. Le budget de production est d'environ 7 millions d'euros. D'accord. Jean-Marie Boulet, stéréographe. Je voulais savoir quelle a été la raison principale de tourner Minuscule en 3D.
ou l'argument choc, disons, ou Oui. l'argument qui a fait que cette production qui marchait bien en 2D à la télévision, maintenant, enfin, va avoir une vie en 3D au cinéma. C'est une raison essentiellement de distribution internationale, vraie demande des acheteurs pour des films en stéréoscope en 3D, donc meilleur positionnement sur des ventes internationales, y compris en France aussi. Ça colle ce type de film rentre bien dans l'appétence du public aujourd'hui pour des films 3D. Hein. Ok. Allez. Oui, ça concerne, disons que ça confirme complètement une tendance actuelle, contrairement à ce qu'on peut penser en France. C'est-à-dire aujourd'hui, vous sortez un film en 3D, vous allez voir votre vendeur international et il va vous dire, ah ben, comme tu me le fais en 3D, je vais pouvoir te le vendre à l'international, et donc tu vas pouvoir avoir un budget conséquent, et tu vas donc pouvoir le faire. Si tu ne vas voir que des financiers français, eh bien, c'est vrai qu'en dehors du CNC, il n'y a pas grand-chose. Oui, un petit peu de ça. Je pense que la partie... Enfin, il me semble que le distributeur français, le Pacte, est très sensible au fait que le film soit en stéréoscopie aussi. Hein. Toutes les projections on va dire, de professionnels qui sont faits de minuscules ne sont strictement en relief. On ne fait aucune projection mono. Il est passé à la FM, il est passé à Cannes, et on le passe toujours systématiquement. Nos éléments de démonstration sont toujours systématiquement en relief. Donc c'est la sortie premium de ce film est relief. En France comme à l'étranger. Non, le pacte, c'est Futurico qui a les droits internationaux. D'accord. Très bien. Alors, on va essayer de courir maintenant contre la montre. On a encore pas mal de choses à voir et à dire. On va regarder un extrait du film Souviens-moi, réalisé par Joséphine d'Europe. Tu peux peut-être dire un petit mot sur ce projet, ce film ? C'est juste un court extrait, 4 minutes, enfin de 4 minutes. C'est un film que j'ai terminé il y a 2 mois, qui fait 15 minutes 40, qui forcément là, qui a été écrit, pensé, tourné, mis en scène, tout ce qu'on veut avec la 3D, parce que personnellement en tout cas j'ai vraiment envie d'explorer ce médium fabuleux. Voilà, il y a 4 minutes pour que vous puissiez voir le workflow, la post-production, l'étalonnage du film couleur et 3D a été fait sur un logiciel qui s'appelle le Mystica, qui a développé des outils qui sont très adaptés à la 3D. Voilà, c'est un exemple. Évidemment, on peut travailler, là actuellement sur Minuscule, on travaille sur un autre logiciel, mais je veux dire, par rapport au gain de temps, au confort de travail, en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai pu l'apercevoir sur Pina. L'étalonnage d'Astérix a été fait sur un Mystica, et donc du coup, bon, j'ai eu cette possibilité-là pour un court métrage. On l'a pas forcément non plus tout le temps, mais en tout cas, c'était pour vous faire un lien entre ce qu'on vient de vous dire et puis aussi introduire Yannick Folliard, qui donc est en train de créer Level 3D ici et qui s'est équipé de ce matériel-là. Donc voilà, c'est la connexion entre la passation entre les deux interventions. Voilà.